Pour le premier volet de ma tétralogie, donc Les Chants de la Valkyrie, je me suis inspiré de ce qui, chez Wagner, parce que chaque fois je fais référence un petit peu à Wagner, est raconté dans ses deux premiers opéras, c'est-à-dire L'Or du Rhin et La Valkyrie. Mais, puisque je me suis inspiré avant tout des sources anciennes, de l'Edda nordique, etc., je suis remonté beaucoup plus loin, beaucoup plus en amont dans l'histoire que ne le fait Wagner. Et en quelque sorte, c'est un peu l'avantage que j'avais sur lui, c'est que lui n'avait droit pour raconter l'ensemble de cette histoire qu'à 13 heures de spectacle, alors que moi j'ai droit à 4 romans assez épais. Donc évidemment, je peux en raconter davantage. Et donc, je suis remonté à l'origine du mythe, de l'histoire, qui raconte, qui se débute d'ailleurs comme un conte de fées, c'est-à-dire que c'est un royaume dans lequel la reine ne peut pas avoir d'enfant. Et pourquoi elle ne peut pas avoir d'enfant? Parce que, en fait, le roi de ce royaume est l'héritier, le descendant humain d'Odin. C'est un enfant d'Odin. Donc, en fait, si elle a des héritiers, ces héritiers vont développer une royauté justement issue des dieux. Et ça, les dieux de l'Asgard, notamment Frigg, la déesse des liens du mariage, ne peut pas l'accepter. Donc en fait, cette reine est frappée de frigidité, elle ne peut pas avoir d'enfant. Et Odin, qui apprend cela, décide de lui faire apporter par sa fille, la Valkyrie préférée, Brunhilde, une pomme volée au jardin de Freya. Et en mordant dans cette pomme, cette reine sera à nouveau féconde et pourra donc enfanter. Ça, c'est l'origine de l'histoire. Alors évidemment, je l'ai raconté en inventant des personnages nouveaux, en mettant des péripéties, de façon à montrer de quelle façon est-ce que Brunhilde avait apporté cette pomme. Mais c'est l'origine de l'histoire. Elle se continue à travers, parce que bien sûr la reine peut avoir des enfants, et donc il y a toute une lignée de rois qui continue, et cette lignée, en fait, est destinée à voir éclore le héros, entre guillemets, qui sera Siegfried. Mais justement, ce Siegfried, ça sera l'objet du second volume, on s'apercevra que ce n'est pas tant un héros que cela, et qu'en réalité, il est manipulé par les puissances d'un côté divines de l'Asgard, de l'autre côté, les puissances chtoniennes, souterraines, notamment celle du dragon. Brunehilde, c'est une Valkyrie, c'est l'une des 9 Valkyries. Son père, c'est Odin, le dieu suprême de l'Asgard, et sa mère, c'est Erda. Erda, c'est la déesse de la terre, c'est la terre en quelque sorte, la terre des origines. Et c'est intéressant cela parce que justement, elle est à la fois aérienne et terrestre. Même physiquement, elle a la peau claire, les yeux clairs, mais elle a les cheveux rouges sombres, comme le sang, comme la terre. Et c'est la Valkyrie, mais c'est la Valkyrie préférée, la fille préférée d'Odin. Et c'est elle qu'il choisit justement pour aller accomplir la mission qu'elle doit accomplir sur Terre. Alors, des Valkyries, on a une vision parfois un peu caricaturale qui nous vient de certains commentaires ou certains qui ont été faits sur les, vous savez, les matrones un petit peu imposantes de l'opéra wagnérien. En réalité, c'est une toute jeune fille. Elle a à peine 16 ans, elle est toute mince, toute frêle en apparence. Mais elle a une force, évidemment, une force qui lui vient de son origine divine. Et dans l'histoire, et c'est ça que je trouve vraiment très touchant dans cette histoire de Brunhilde, c'est que c'est presque une déesse. Et elle choisit de devenir mortelle, de devenir une simple humaine en allant justement sur Terre. Et après, elle revendique en quelque sorte cet état de mortel, puisqu'elle va, chose interdite en principe aux Valkyries qui doivent demeurer des vierges, eh bien, elle va elle-même enfanter, elle va elle-même devenir mère, et par là, elle fera le choix de l'humanité contre la divinité. Et je trouve cet aspect presque philosophique très touchant, justement, dans la mythologie nordique. Brunhilde, en tant que Valkyrie, la Valkyrie, c'est celle qui va choisir les morts sur les champs de bataille. Donc, chaque fois qu'il y a des combats, au moment où justement les héros tombent à terre, eh bien, on voit ces Valkyries qui sont des formes de femmes avec des ailes de cygne. Elles chevauchent des chevaux de nuée ou parfois des loups. Elles sont accompagnées de corbeaux et elles viennent saisir le dernier souffle
du mortel, du guerrier qui tombe à terre. Et ensuite, elle l'emmène avec elle dans le Valhalla, qui est donc le lieu où les héros dignes de ce nom sont accueillis par Odin et donc passent leur éternité à se battre encore ou à boire de l'hydromel en compagnie des Valkyries. Et Brunhilde, elle, quand elle voit ces hommes prêts à rendre l'âme, elle ne peut s'empêcher de les aimer d'un amour inconditionnel, d'un amour très très fort. Et lorsqu'elle a l'occasion, en acceptant la mission que lui confie Odin, de venir sur Terre, elle s'aperçoit qu'elle se sent proche de ces hommes, qui sont beaucoup plus limités que les dieux bien sûr, mais qui sont attachants parce que justement, de par leur mortalité, eh bien, ils ont ce sens du bonheur fragile qu'on goûte, ce sens du panache, ce sens de la mort noble en quelque sorte, qui fait défaut aux dieux, qui sont des personnages hautains et revenus de tout. Et donc, elle se met à être amoureuse de l'humanité. Et par amour pour l'humanité, elle décide de rester sur Terre et de devenir elle-même une mortelle, une humaine. Pour écrire, c'est vrai que c'est, comme par ailleurs j'écris des essais, des encyclopédies, donc c'est un travail complètement différent. Pour écrire ce roman, j'ai suivi un petit peu la mise en condition que j'ai quand je suis conteur, c'est-à-dire c'est rentrer dans cet univers, qui est un univers évidemment complètement différent de l'univers dans lequel on vit chaque jour, et en fait me mettre dans cette situation du témoin, du passeur d'histoire en quelque sorte. C'est-à-dire que pour moi, ces histoires se sont réellement déroulées il y a fort longtemps. Peut-être qu'elles se déroulent encore dans des univers parallèles. Donc en fait, je suis plus le messager qui essaie de rentrer dans cet univers autre. Et à ce moment-là, je suis témoin de ces scènes, je les visualise, je les projette sur un écran intérieur. Et à ce moment-là, je n'ai qu'à en quelque sorte, les transcrire. Même les dialogues viennent, les descriptions. Donc j'ai l'impression d'assister à un film, en quelque sorte, que je vais retranscrire. Ce qui est très agréable d'ailleurs, parce que je ne m'estime pas l'auteur de cette histoire. C'est comme si cette histoire existait et j'avais la chance d'assister en avant-première au spectacle et pouvoir justement raconter ce qui s'est passé de façon à ce que les lecteurs puissent me lire et avoir accès eux aussi, par leur imaginaire, à cette histoire fondamentale.